Bonjour et bienvenue sur ma chaîne. Je suis ravie de vous retrouver pour un nouveau point lecture. Il était temps parce que je vais vous présenter 1, 2, 3, 4, 5, 7 lectures. Vous allez voir. Alors encore une fois, c'est un point lecture plutôt positif. J'ai même un énorme coup de cœur, bien sûr, à la fin de cette vidéo. Mais je n'ai pas de déception dans ce point lecture. Et il y en a pour tous les goûts. J'ai du polar, j'ai du thriller, j'ai de la fantasy, j'ai de l'essai, j'ai du un peu contemporain. On commence tout de suite. Le premier livre que je veux vous présenter, il s'agit d'Auguste de Callan Wink. C'est aux éditions Albin Michel dans leur collection Terre d'Amérique. Auguste, c'est l'histoire d'un garçon qui s'appelle Auguste, qui a une quinzaine d'années, qui vit dans le Michigan avec ses parents. Son père a une exploitation laitière. Alors, ses parents se sont séparés, sa mère vit dans la ferme juste à côté. Son père s'est plus ou moins remis avec une femme beaucoup plus jeune que lui. Et on va suivre Auguste de ses 15 ans jusqu'à ses 21-22 ans. Et c'est ici un roman initiatique, un roman d'apprentissage. Alors, il n'y a pas d'intrigue. J'ai envie de dire qu'il vous tient en haleine dans ce roman. Il n'y a pas un fil où vous dites qu'est-ce qui va lui arriver, etc. On suit simplement Auguste dans sa vie adolescente, dans sa vie de jeune homme. C'est aussi un roman qui permet de raconter les grands espaces, l'Amérique des grands espaces. Donc on est d'abord dans le Michigan, ensuite on est dans le Montana. Donc on est vraiment avec les cow-boys, on est vraiment... Auguste, il va se faire employer chez un type qui a je sais plus combien de têtes de bétail, donc il est tout le temps à réparer les clôtures, à courir après les taureaux, etc. Il va faire des connaissances, il va apprendre par exemple à danser, la danse country quand il va dans les bals avec un copain, avec un de ses meilleurs copains qui se fait là-bas. Alors, la quatrième de couverture est un petit peu... pas mensongère, c'est pas le mot, mais un peu trompeuse. Parce qu'on nous dit que suite à quelque chose de très violent, à une scène très violente, il va vouloir partir du Michigan, etc. Il se passe quelque chose, c'est vrai. Mais le problème, c'est que cette scène qui aurait pu être exacerbée par l'auteur, qui aurait pu être une scène marquante, ne l'est pas parce que l'auteur passe très rapidement dessus. Et du coup, ça fait qu'on... Je trouve qu'il n'y a pas vraiment de lien entre cette scène et le fait que Auguste parte de son Michigan natal, parce qu'en fait on nous l'explique pas vraiment. Donc voilà, c'est un très bon livre. Voilà, si vous aimez roman d'apprentissage, quête initiatique, roman sur l'adolescence, roman des grands espaces, ce livre est fait pour vous, c'est très très bien écrit. Ensuite, je vais changer de style puisque je vais vous présenter un polar que j'ai lu en lecture commune avec Alice. Il s'agit de Un long si long après-midi de Inga Vesper, c'est aux éditions La Martinière. Est-ce que c'est une collection? Non, il n'y a pas de collection. Alors, nous sommes dans une petite banlieue californienne bien proprette. Nous sommes en 1959. Les femmes sont au foyer, font des gâteaux pour les enfants pendant que les maris travaillent dur dans leur bureau. Tout semble parfait. Les domestiques, bien sûr, les bonnes sont noires à cette époque-là. Hein. On est en plein dans la ségrégation raciale aux États-Unis. Et on va s'intéresser à Ruby. Ruby, c'est une bonne noire qui officie alors chez plusieurs dans cette résidence. Enfin, c'est pas une résidence, c'est une petite banlieue. Elle officie chez plusieurs femmes et elle officie notamment chez Joyce, avec qui elle s'est particulièrement liée. Et un soir, elle arrive pour faire le ménage chez Joyce. Elle trouve une des gamines dans le jardin toute seule. Elle monte à l'étage parce que la plus petite des filles de Joyce hurle dans son berceau. Elle n'a pas été changée, elle est en pleurs. Et elle descend dans la cuisine. Elle a pas de Joyce, mais une énorme tache de sang. Donc bien sûr, les flics qui débarquent sur la scène de crime accusent tout de suite Ruby, puisqu'elle est noire. Forcément, c'est elle qui a fait le coup. Mais il y a un flic qui a quand même un petit peu plus de nez que les autres, qui est un peu plus malin, qui s'appelle Mike, et qui vient... Alors lui, en fait, il a été muté en Californie suite à une bavure, je crois. Et lui, il connaît bien, je sais plus exactement d'où, mais il connaît bien en fait, hein, toutes les banlieues noires américaines, il connaît bien. Et donc il va faire équipe avec Ruby, pour découvrir ce qui est arrivé à Joyce.
C'est un roman que j'ai beaucoup aimé parce qu'on parle de ségrégation raciale et ça c'est un thème qui m'est cher, que j'aime beaucoup lire en littérature. Le duo Ruby-Mike m'a fait beaucoup penser au duo d'enquêteurs dans Alabama 1963, si vous l'avez lu, avec pareil, hein, alors c'est pas un flic, c'est un détective privé avec la bonne qui fait les ménages, c'est un peu la même chose, je trouve que ça fonctionne très très bien. J'ai beaucoup aimé parce qu'on parle beaucoup de la condition de la femme en général, alors surtout de la femme blanche bien sûr, on est en 1959, toutes ces femmes au foyer qui n'ont pas le droit de travailler, ou alors si elles travaillent, elles sont cantonnées à des... elles sont secrétaires, voilà, elles n'ont pas de poste à responsabilité, toutes ces femmes en fait qui semblent heureuses en apparence, mais qui s'emmerdent à mourir dans leur banlieue avec leurs gamins qui attendent que leur mari revienne, elles n'ont finalement aucune marge de manœuvre, c'est vraiment très bien vu. En fait, je trouve que l'autrice, elle a très bien fait à la fois l'avancée des droits des Noirs américains, et à la fois l'avancée des droits de la femme, voilà. Et alors quand vous êtes femme et quand vous êtes noire, c'est double peine. C'est assez bien fait, c'est fluide. Il y a que la fin, je trouve, qui est un peu pas facile, mais bon, j'avais deviné quand même, on avait deviné avec Alice les tenants et les aboutissants, donc cette fin n'est pas surprenante. Ça manque peut-être aussi un peu de profondeur psychologique au niveau des personnages. Parfois, je les ai peut-être trouvés un peu trop, comment dire, pas superficiels, mais j'aurais aimé... En fait, il est court, il fait 400 pages, 100 pages de plus, ça m'aurait vraiment pas dérangé parce que j'ai beaucoup aimé cette ambiance de banlieue et j'ai adoré bien sûr le personnage de Ruby. Voilà, donc je vous le conseille quand même ce bouquin. Je passe également à un tout autre genre puisque je vais vous parler du tome 1 de Blackwater. Ce tome 1 s'intitule La Crue et c'est de Michael McDowell, c'est publié aux éditions Monsieur Toussaint Louverture. Alors déjà on a une couverture qui est incroyablement belle, tout en relief. Les éditions Monsieur Toussaint Louverture ont décidé de renouer un peu avec les feuilletons à l'ancienne en publiant, donc il y a 6 tomes, c'est une saga en 6 tomes, et en publiant un tome tous les 15 jours. Ce premier tome a été publié, il est sorti le 7 avril, le deuxième sort le 22 avril et ensuite ainsi de suite tous les 15 jours. Nous sommes dans un récit fantastique où nous sommes en Alabama, on est en 1900, alors si dans mes souvenirs on est en 1919 ou en 1920, quelque chose comme ça. On va suivre la famille Casquet avec Oscar qui est le fils héritier d'une scierie, une famille assez fortunée. Et quand l'histoire débute, la Perdido, enfin la ville de Perdido dans laquelle ils habitent est submergée par les eaux, à la fois par la rivière Perdido qui donne son nom à la ville et par la Blackwater qui se rejoignent et qui ont inondé la ville, mais c'est monté, tout est englouti sous les eaux. Et un jour, Oscar avec son domestique noir, parce qu'il n'y a plus d'esclavage à cette époque-là, mais il y a des domestiques noirs, donc son domestique noir, ils sont sur une barque. En fait, ils se promènent dans les rues de la ville pour un peu évaluer les dégâts. Et ils passent à proximité d'un hôtel, et là au 4e étage de l'hôtel, ils se rendent compte qu'il y a une jeune femme qui est restée là 3-4 jours toute seule. Elle n'a pas pu se sauver des eaux, de la montée des eaux, et donc elle est restée là, elle a survécu pendant 4 jours. Donc bien sûr, ils la sauvent, ils la mettent dans leur barque. Et on se doute bien qu'entre Elinor et Oscar, ça va matcher, et qu'ils vont tomber amoureux. Sauf que cette Elinor, elle est un peu spéciale. D'abord, elle est très attirée par l'eau. On se demande comment est-ce qu'elle a fait pour survivre 4 jours dans une eau saumâtre, dans cette chambre d'hôtel miteuse, voilà, sans manger, sans boire. Il arrive des choses bizarres, notamment la nuit. Elinor aime bien se promener la nuit en chemise de nuit. Voilà, donc on va être avec ces personnages-là. Alors, attention, c'est un premier tome qui met en scène, qui met en action beaucoup de relations. Donc les relations, pardon, je vais fermer un peu de bruit. Donc les relations familiales, ensuite d'Oscar avec notamment sa mère, qui ne veut garder que son fils pour elle, avec ses sœurs, avec son oncle. C'est centré vraiment là-dessus. Et le côté fantastique n'est pas très exacerbé. Donc j'espère que dans la suite, j'ai le tome 2, j'espère qu'au moins dans le tome 2, ça va un peu se décanter parce que, bon, on se doute de certaines choses sur Elinor, mais tout ça n'est pas confirmé. Et il y a quelque chose qui m'a dérangée dans ce bouquin. Alors ça se lit très bien, c'est hyper fluide, c'est très court, en plus ça fait même pas 300 pages, ça fait 250 pages. Mais quelque chose qui m'a dérangée,
c'est qu'on passe en fait d'action en action. On est dans une intrigue très linéaire. Et en fait, au niveau de la psychologie des personnages, il se passe pas grand chose. C'est pas du tout creusé, c'est juste très superficiel. Et ça, moi, il me manque quelque chose. Voilà. Alors, est-ce que c'est dû au format, le fait que ce soit un premier tome très court? Est-ce que dans les autres tomes, l'auteur va creuser un peu ses personnages? J'aimerais bien. Parce que si ça reste comme ça, moi, ça va pas le faire. Voilà. Donc, feuilleter quand même. Feuilleter parce que le style de Michael McDowell, je trouve qu'il est un peu désuet, un peu vieillot. Donc, allez voir en librairie, feuilleter si ça vous plaît ou pas. En tout cas, l'objet livre, en tout cas, est magnifique. Je vous présente ensuite encore un livre de fantasy. J'ai lu L'enterrement des étoiles de Christophe Guillemin, c'est aux éditions Nemos, avec une couverture vraiment magnifique. Je trouve ça, ils ont vraiment fait un travail éditorial très beau. Alors c'est un roman fantasy, alors là pour le coup, autant celui-ci, les personnages étaient peu développés, autant celui-ci, les personnages sont très développés. Et je vous le dis tout de suite, c'est un roman que je ne conseille pas du tout si vous commencez la fantasy parce que ça va vous perdre. C'est quand même un livre qui est ardu. Alors, on est dans un univers, on ne sait pas vraiment où. On suit une troupe de théâtre qui se produit dans les villages tous les soirs. Et cette troupe de théâtre, elle est composée de, entre guillemets, monstres de foire. On a un bossu, on a une magicienne, on a des enfants qui, en grandissant, se transforment peu à peu en plantes. On a un muet, on a... je me rappelle plus trop. Il y a des nains. Bref, vous voyez un peu le genre de troupe de théâtre. Et un jour, ils arrivent dans une cité, c'est la cité des héritiers. Et en fait, ils vont... Un des personnages de la troupe va être désigné comme étant le prophète qui va accomplir la prophétie. Et à partir de là, il va se passer plein de choses. C'est un livre qui parle... Alors c'est en 3 parties, parce que c'est en 3 actes, comme 3 actes au théâtre. Donc la première partie qui nous présente les personnages, j'ai oublié de vous dire, dans la troupe il y a un vampire. Donc première partie qui va nous présenter les personnages, qui va nous présenter l'univers. Deuxième partie, révélation avec cette prophétie qui est liée à un des personnages. Et troisième partie avec accomplissement ou pas de cette prophétie. C'est un roman qui parle de religion, dans le sens où la religion va tout faire pour manipuler la masse, pour manipuler le peuple, pour arriver à ses fins. C'est un roman qui est très très bien construit, très bien ficelé. L'univers de Christophe Guillemin est très riche, très intéressant. Il a une langue qui n'est pas facile, hein, parce qu'il aime... Alors il a une langue qui est magnifique, qui est très belle, qui est très poétique, mystérieuse, mais je vous le dis, allez feuilleter en librairie là aussi parce que ça va peut-être pas vous plaire. Moi ça l'a fait avec moi, j'ai trouvé ça vraiment très beau. Mais c'est quand même un roman assez ardu. Je pense ne pas tout avoir compris à la fin de cette lecture. D'ailleurs si vous l'avez lu, si on peut en parler, ça peut être bien. Je pense que je suis passée à côté de certaines choses. Et je referai peut-être une relecture dans quelques années parce que maintenant que je sais de quoi ça parle, etc., peut-être que je verrai mieux comment les choses sont imbriquées. Moi, ma théorie, c'est qu'on est dans un livre qui est une mise en abîme. Vous savez, une mise en abîme, c'est un peu le système des poupées russes. C'est un livre qui parle d'un livre, par exemple. Moi, je pense qu'il y a un peu de ça là-dedans. Et en relisant justement les débuts où on nous présente la troupe de théâtre, je pense que je saisirai mieux les choses. Voilà, donc très beau roman, c'est un primo-roman en plus, donc je pense que Christophe Guillemin, je le suivrai de très près. Je passe à une autre catégorie, un autre genre, je vous présente un essai, je vais vous présenter le guide de Stephen King de Yannick Cha. Je sais jamais, c'est Chazaringue aux éditions ActuSF. C'est un tout petit... Alors, je suis désolée, la luminosité pas terrible. Donc, c'est un petit guide qui est une très très bonne introduction au monde de Stephen King. D'abord, le style de l'auteur. Vous lisez ça, je sais pas, j'ai dû mettre 2 jours pour le lire parce que ça se lit hyper bien, on a l'impression qu'en fait, Yannick Chazaringue, c'est un copain et qui nous raconte la vie de Stephen King.
Donc c'est pas du tout pédant, c'est très accessible, c'était vraiment très intéressant. Il y a plusieurs entrées. Donc par exemple, bon, déjà il y a la biographie de Stephen King que j'ai beaucoup aimé parce qu'il va vraiment à l'essentiel et il y a plein de choses que je ne savais pas sur l'auteur. Ensuite il nous présente l'œuvre de Stephen King, les thèmes de prédilection, donc par exemple l'enfance, l'adolescence, l'amitié, les monstres, etc. Il nous présente, il y a toute une catégorie sur le fait qu'il a été beaucoup adapté à la télé ou en cinéma, donc il nous présente les œuvres majeures. Les héritiers littéraires du roi, mais également donc, il nous présente ses œuvres majeures, notamment il accorde une place assez importante à la saga de la Tour Sombre. J'ai noté plein de références de ce qu'a écrit Stephen King, plein de livres, ça m'a donné en fait envie de lire plein de livres de Stephen King, et j'ai aussi noté des références d'auteurs qui ont inspiré Stephen King. Il y a des interviews. Alors des fois je trouve que les interviews elles sont un peu maladroites dans le style. On interviewe des gens qui tiennent des blogs ou des sites internet dédiés à Stephen King. Bon, ça apporte pas parfois de trucs, voilà, je trouve que parfois ça apporte pas grand chose, mais c'est hyper intéressant et si vous êtes fan de Stephen King, je vous conseille. En plus il coûte pas cher, il coûte 10 €. On avance, il me reste 2 à vous présenter. Je passe cette fois-ci à la catégorie thriller, puisque je vais vous présenter Les Incandescentes de C.J. Tudor aux éditions Pygmalion. C'est un livre que j'ai terminé il y a peu et que j'ai dévoré. Nous sommes à Chapelcroft, une petite bourgade charmante paumée dans la campagne anglaise. Et voilà le révérend Jack Brooks et sa fille Flo qui débarquent. Jack Brooks, elle a été plus ou moins mutée parce que dans son ancienne paroisse il s'est passé des choses qui seront éclaircies au fur et à mesure du bouquin. Donc en attendant que les choses se tassent, on l'a mis dans cette bourgade vraiment très tranquille. Pas si tranquille que ça, parce que quand Jack arrive, elle découvre que le prêtre qu'elle vient remplacer, en fait, s'est suicidé. Bon, d'accord, et il s'est pendu dans la chapelle. Bon, super. Ensuite, elle-même et sa fille ont des espèces d'hallucinations. Elle voit des filles qui sont en train de brûler sur place. Et en fait, c'est pas pour rien. Chapelcroft, c'est une ancienne ville martyre. En 1500, je sais plus quoi. En fait, toutes les familles de protestants ont été brûlées. Voilà, 1555-1558 ont été brûlées. Et donc, tout ce village rend un culte à ces martyrs. Bon, ça c'est la deuxième chose. La troisième chose, c'est que deux jeunes filles, Mary et Joy, ont disparu dans les années 90 sans laisser de traces. Où donc sont-elles passées? Donc Jack Brooks va d'abord se familiariser avec ses ouailles, qui ne voient pas la venue d'une femme révérende, parce que Jack en fait est une femme d'un bon oeil. Elle va essayer plus ou moins de savoir si le révérend précédent s'est vraiment suicidé ou s'il a été poussé au meurtre. Il se passe des choses bizarres la nuit. C'est glauque à souhait. J'ai beaucoup aimé parce qu'on alterne entre le point de vue de Jack, donc c'est elle qui raconte l'histoire, et il y a certains chapitres qui sont consacrés à sa fille Flo, et je trouve que C.J. Tudor elle est très forte ici pour en fait restituer exactement ce que pense une adolescente, se retrouver du jour au lendemain paumée avec sa mère dans la cambrousse. Je n'ai pas vraiment vu venir la fin. J'avais des petits soupçons, mais j'ai trouvé que c'était bien trouvé de la part de l'autrice. Alors il y a qu'un truc, c'est qu'en fait l'auteur elle a voulu mêler deux intrigues, une intrigue présente qui est très bien faite jusqu'au bout et une intrigue liée au passé. Et là je crois que c'est pas que c'est mal fait, mais en fait c'est trop rapide du coup, parce qu'on prend beaucoup de temps pour l'intrigue présente, le suicide du révérend, puis des choses bizarres qui se passent, et en fait l'intrigue passée elle vient un peu, on a l'impression que ça a été un peu pour combler pas pour combler les trous, j'exagère, mais vous voyez, il manque un petit truc pour que ça tienne vraiment, pour que tout tienne parfaitement ensemble, et c'est dommage. Alors soit fallait virer cette intrigue du passé parce que elle était en trop, soit fallait rallonger le bouquin de 200 pages. Il fait quand même déjà 500 pages. Hein. Bon, ce n'est que mon avis, peut-être que si vous l'avez lu, pour vous c'est passé mieux, mais c'est un très très bon thriller, et je vous invite vraiment à lire d'autres livres de C.J. Tudor, c'est pas mon premier. J'ai lu La disparition d'Annie Thorne que j'ai adoré, et j'avais lu L'homme craie dont je ne me rappelle pas grand chose. Voilà, donc celui-ci je vous le conseille.
Et je termine par mon coup de cœur ultime. Vous l'avez peut-être vu si vous me suivez sur Instagram. J'ai adoré Nos âmes au diable de Jérôme Camus et de Nathalie Hugues aux éditions Fleuve dans leur collection Fleuve Noir. C'était un thriller d'une noirceur incroyable. Alors attention, âme sensible, s'abstenir. C'est le genre de thriller que je lis de temps en temps et ça fait du bien parce que ça vous prend aux tripes. Et en fait, une fois que vous avez commencé, vous ne pouvez plus vous arrêter. Ils ont vraiment l'art et la manière de choper leur lecteur et de plus le laisser. Alors, on est sur une disparition d'enfant. On suit au départ Sixtine qui a 10 ans, qui va se faire enlever. Et on va la suivre, elle va être séquestrée. On ne sait pas par qui. Donc les chapitres alternent entre la séquestration de Sixtine et sa mère, Jeanne, qu'on appelle bien sûr en catastrophe. Hein. Alors elle se fait enlever sur l'île d'Oléron. Sa mère était à Paris, travaillait. Et en fait là, l'univers de Jeanne, vous imaginez bien, votre enfant disparaît, il a été enlevé, va voler en éclats. Donc au départ, on se dit il y a peut-être eu un accident, elle s'est peut-être noyée. Et puis en fait, on la met très vite sur la piste d'un pédophile qu'on arrête. Et donc l'enquête s'arrête là. Le pédophile avait l'habitude d'aller noyer ses victimes au large de l'île d'Oléron. Donc tout s'arrête là. Vous imaginez bien que la vie de Jeanne s'arrête aussi. Elle quitte son emploi, elle divorce, etc. Mais elle ne perd jamais l'espoir de retrouver sa fille. Et cet espoir va être comblé puisqu'en effet, quelques années plus tard, je crois, elle reçoit une lettre qui relance l'enquête. Je n'en dirai pas plus. On est vraiment dans le sombre le plus total, dans la noirceur la plus totale. Déjà, on est avec la séquestration de la gamine, c'est déjà assez difficile. On s'enfonce ensuite dans la dépression avec la mère Jeanne, c'est également très difficile. Et puis alors après, il y a un retournement de situation, un twist à la fin du bouquin que personnellement je n'avais pas vu venir et que j'ai trouvé... J'ai relu la page plusieurs fois, j'ai dit mais j'ai bien compris ou pas? J'ai bien compris pourquoi ça fait ça, est-ce qu'elle est devenue ça, etc. Ouah, c'est chaud. Il y a des scènes, je dis pas insoutenables, hein, mais on s'imagine les choses. Ouais, il faut avoir le cœur quand même bien accroché. Donc, on est dans le glauque, on est dans le noir, mais c'est hyper efficace. Les chapitres sont courts, donc vous n'avez qu'une envie quand vous avez fini un chapitre. Par exemple, là je tombe sur un chapitre, il fait 2 pages. Le suivant, il en fait 3. C'est de continuer, de savoir ce qui est arrivé à Sixtine. Franchement, si vous avez l'occasion, si vous aimez le thriller qui va à 100 à l'air, bien noir, allez-y, foncez parce que vous ne serez pas déçus. C'en est fini de ce point lecture. Je vous ai mis ici, je suis en train de lire L'âge d'or de René Rosen aux éditions Belfond, qui sera l'objet donc d'un prochain point lecture. Je vous remercie de m'avoir suivi jusque là. N'hésitez pas à me laisser toujours un petit commentaire pour me dire si certains livres je vous ai donné envie de les lire ou à l'inverse pas du tout. Si vous en avez lu, qu'est-ce que vous en avez pensé? N'hésitez pas non plus à me suivre sur Instagram et à me proposer des lectures communes. Je vous mets toujours ma palle en barre d'infos, ma palle livre addict, donc ma pile à lire. Si on a des livres en commun, allez regarder et vous me dites j'aimerais bien faire cette lecture commune. Il n'y a pas de souci, on fait ça ensemble. En tout cas, merci de m'avoir suivi jusque là. Je vous souhaite d'ores et déjà de très bonnes lectures et je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo. Ciao!